bienvenue dans The Big Shift. Bonjour. Et bienvenue à tous nos auditeurs. Ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Avant de commencer l'épisode, je le fais rarement au début, mais prenez un petit moment pour vous abonner si jamais cet épisode vous plaît, pour nous suivre aussi sur les différents réseaux sociaux et puis pour mettre une petite note aussi sur votre appli de podcast. Ça nous aide énormément à progresser. Aujourd'hui, je suis avec Alain Bougrain-Dubourg, un ponte de la biodiversité en France. J'ai suivi une interview de toi dans les dialogues qui est sorti très récememment, où l'intervieweur, qui n'est pas tout jeune, disait « J'ai grandi avec Alain Bougrain-Dubourg à la radio ». Et je disais « Ah oui, effectivement, ça fait un moment qu'Alain il est engagé, qu'il travaille sur ces sujets-là ». Tu es président de la LPO depuis 1986. Et puis tu as fait énormément d'autres choses, beaucoup de combats pour la biodiversité. Aujourd'hui, épisode sur la biodiversité complètement. Donc on a fait pas mal de petits épisodes où on a parlé un peu de biodiversité, on a parlé de art et nature avec Jean Vergès qui est un historien de l'art, on a parlé des droits de la nature avec Marine Calmet, on a parlé de la valeur économique de la nature avec Florent Coureau et comment est-ce qu'on fait pour donner cette valeur économique aux droits, aux services écosystémiques rendus par la nature. Donc hyper intéressant. On a parlé un peu de géomimétisme avec Pierre Gilbert. Mais on n'a jamais vraiment évoqué la biodiversité en tant que telle, si tu veux. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de réussir à faire ça aujourd'hui. T'as l'air sceptique. Non, on va essayer, mais c'est tellement vaste, la biodiversité. Et de fait, tu viens de sortir La biodiversité pour les nuls. Il se trouve que c'est un bouquin qui a 36 chapitres, 500 pages. Donc ça va être à peine compliqué pour faire le tour de ça aujourd'hui. On va essayer d'en faire le plus possible. L'idée, c'est que vous ayez une idée un peu claire de où en est la biodiversité aujourd'hui. On le sait, on est en train d'en perdre. Qu'est-ce qu'on est en train de perdre ? Qu'est-ce qu'on peut regagner aujourd'hui ? Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu. Il y a le rapport de WWF sur la biodiversité en France qui est sorti ce matin. Comme j'ai pas eu le temps de le lire, ce que je vous propose, c'est que je vous lise rapidement l'introduction de Oui Demain, qui eux ont fait un peu le taf. Donc la WWF publie un état des lieux inédit qui expose sans détour l'ampleur du recul vivant dans l'Hexagone. Mais le rapport apporte aussi une démonstration puissante: lorsque la protection est cohérente, financée et durable, la nature repart à la hausse. Donc là, j'ai spoilé 100% de l'épisode, mais vous allez voir, on va en parler beaucoup plus après. La France, si vous ne le savez pas, figure parmi les pays les plus riches en biodiversité du monde, avec un statut dû en grande partie à l'outre-mer qui abrite 80% du vivant français. C'est énorme. Faute de données robustes sur les territoires, dans son dernier rapport, le WWF analyse sur la biodiversité métropolitaine. Le verdict est sans appel: les milieux naturels se dégradent à grande vitesse, fragilisant les espèces ordinaires comme emblématiques. 70% des haies ont disparu dans les campagnes. Dans les zones humides, une moitié s'est évaporée en un siècle, entraînant l'effondrement d'espèces comme le butor étoilé, qui a perdu 75% de son espèce, le canard siffleur, perdu 48%, et dans les forêts, dont 79% ou moins ont moins de 100 ans. Donc ça, c'est des forêts qui sont censées offrir des habitats qui sont normalement bons, mais qui sont aujourd'hui trop jeunes, trop homogènes pour soutenir des populations stables. Et dans les océans, la situation est tout aussi dramatique. Un tiers des espèces de poissons, raies, requins et mammifères marins est désormais menacée. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est ça. Une fois qu'on a planté ce décor, j'aimerais qu'on reparte un peu dans le passé et voir, toi, Alain, d'où te vient cette passion pour les animaux. Dans un article, je lisais que tu as monté tes premières associations de défense pour la biodiversité à 18 ans. Oui, alors à l'époque, même avant, à 12 ans, j'avais créé le club des jeunes amis des animaux avec quelques amis en pension et ailleurs, Jean-Paul Stégère. Et donc, il y avait effectivement une passion qui est comparable à celle que d'autres gamins ont pour les voitures ou pour le football. Moi, je sais pas, c'était la nature parce que je la trouvais mystérieuse, je la trouvais extrêmement exotique. J'étais né à Paris, donc l'univers, c'était un peu les pigeons de Paris. Et après, j'étais envoyé en pension à La Rochelle. Et là, je découvre sur le littoral toute la faune sauvage, la vie sauvage, qui m'est ramenée tristement par les vagues qui déposent les oiseaux déjà englués de mazout à l'époque.
parce qu'il y avait le dégazage, où les gars nettoyaient les cuves des... Ouais, donc là, on parlait même pas de marée noire. C'était vraiment juste normal. Voilà. Et donc, il y avait périodiquement du pétrole sur les plages. Et donc, derrière cette mort et derrière cette potentialité de vie, il y avait des questions qui se posaient, évidemment, d'où ils viennent. Il y avait l'horizon et je voulais savoir ce qui se passait derrière l'horizon. Et donc, je savais par les images que j'avais ici ou là qu'il y avait des ours polaires sur la banquise nord, des manchots dans le sud, des pangolins en Inde ou en Afrique. Et mon rêve, c'était d'aller à leur rencontre. Et la vie a fait, par les hasards de la vie, peut-être aussi par la volonté que j'ai eue, parce que je me sentais incapable de faire autre chose que d'envisager cette rencontre avec le monde vivant. Eh bien, grâce à cela, j'ai vécu une passion extraordinaire, vraiment extraordinaire, que je souhaite à beaucoup. Il y a Saint Augustin qui dit « On perd moins à se perdre dans sa passion qu'à perdre sa passion ». Et voilà, et moi je me suis perdu dans ma passion, et ça a été une richesse prodigieuse. Comment est-ce qu'on... Je pense que c'est... Alors tu parles effectivement du foot, du sport, d'une manière générale. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus de jeunes enfants qui deviennent fans de la nature comme toi? Je crois que c'est les mains dans la terre, les pieds dans l'herbe, et c'est ce contact qu'on a perdu parce qu'on est essentiellement citadins maintenant. Et autrefois, il y avait les grands-parents qui, même parfois les chasseurs du reste, qui emmenaient les enfants sur les sentiers de la nature, et on découvrait une mare avec l'évolution des têtards, on voyait des mésanges ramener des chenilles au nid, on pouvait les compter, enfin bon, il y avait ce contact direct, on l'a perdu. Et il y a même un vrai problème parce que l'éducation nationale, pour plein de raisons, a limité les sorties nature. D'abord parce qu'il faut un encadrement énorme. Il y a des problèmes de sexualité, on a vu des problèmes de sécurité, des problèmes... Bon. Et par conséquent, il y a de moins en moins de sorties nature et donc de moins en moins de vocations potentielles. Et c'est extrêmement dommage. Ouais. J'ai enregistré un épisode avec Anne Toumieux qui parlait du coup de comment est-ce qu'elle fait pour parler d'écologie à ses enfants. Et elle, sa définition, c'était tout simplement prendre soin. Si tu arrives à dire à tes enfants, l'écologie, c'est prendre soin, t'as tout dit en fait, t'as tout raconté et t'as à peu près tout ce qu'il faut pour... Mais je pense qu'avant, il faut émerveiller. C'est la première des choses, c'est-à-dire amener à ouvrir les yeux. Il y a par exemple une chose qui me touche beaucoup, c'est le handicap qu'on a à l'égard de l'usage de nos sens. On a perdu avec la vie citadine la potentialité qu'on a à écouter, regarder, caresser, goûter, se servir de nos sens pour être en communion avec la nature. Et là, elle nous renvoie une richesse prodigieuse et ça, c'est à la portée de toutes les bourses. Il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour avoir ce bénéfice extraordinaire. Donc, je crois qu'il faut renouer avec l'émerveillement qu'on a perdu et dès lors, ça devient le patrimoine. Dès lors, on a envie de le protéger. Par exemple, il y a une chose qui me frappe, c'est que dans les années 70, jeune, quand on se battait pour des espèces qui étaient vraiment à l'agonie, on pensait que la meilleure manière de les sauver, c'était de les mettre sous cloche, de n'en parler à personne. S'il y avait un air de rapace dans un coin, Faucon pèlerin, par exemple, qui disparaissait à cause du DDT. Surtout, on ne le disait à personne. Le DDT, c'est quoi ? C'était un pesticide terrible qui a été notamment interdit, par bonheur, et qu'on a continué à exporter en Afrique ou ailleurs, évidemment. Et c'est Rachel Carson, l'américaine, qui avait alerté sur les dangers de ce pesticide. Et donc, il avait un effet sur les rapaces, c'est que ça fragilisait la coquille des œufs. C'est-à-dire que les oiseaux pondaient, et quand ils couvaient, ils écrasaient les œufs. Terrible. Et donc, les faucons pèlerins ont été vraiment à l'agonie. Aujourd'hui, ils viennent nidifier en plein Paris. Donc, on a réussi, mais peut-être j'y reviendrai là-dessus.
Et à propos de cela, donc, à l'époque, on se disait, seuls quelques initiés savaient où se trouvaient les derniers nids. Aujourd'hui, on a complètement basculé, et c'est très intéressant sociologiquement parlant, on le dit au plus grand nombre. Ouais. Et ça génère un patrimoine naturel commun, comme on a un patrimoine culturel. De même qu'on serait choqué, scandalisé de voir dégrader, malheureusement certains écolos font ça sur des peintures dans les musées, ce que je trouve honteux. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat, oui, bien sûr. Et en même temps, je comprends l'exaspération. Enfin, c'est un autre débat, oui. Mais le patrimoine culturel, il appartient à tous et personne n'admettrait, ne tolérerait qu'on le dégrade. Eh bien, ce patrimoine naturel commence à rentrer dans cette possession de la société. Et pour moi, c'est prodigieux. C'est un sentiment de fierté, du coup, qui permet justement de cette protection. Quoi. C'est un signe de potentielle réussite. De fierté, je ne suis pas tout seul. Non, mais je veux dire vis-à-vis de la population, en fait. C'est la fierté de se dire j'ai ce rapace sur ma commune, dans ma région. Exactement. Et on voit que beaucoup de communes maintenant font ce qu'on appelle les ABC. Ils font un état des lieux de la biodiversité locale. Ouais. Et ça se fait avec des scientifiques, avec des associations, avec des bureaux d'études. Et d'un seul coup, les habitants d'une commune découvrent qu'ils ont des insectes ou des oiseaux qu'ils n'imaginaient pas. Donc ça fait un état des lieux. Et dès lors, on se dit comment on peut améliorer encore tout ça. Et voilà, ça participe de la prise de conscience. Et on est dans l'urgence, mais ce sont des étapes indispensables. Ouais. Eh bien. Tu parlais d'émerveillement. Donc là, la biodiversité pour les nuls, un bouquin de 500 pages, mais qui commence quand même par le début de la vie. Oui. Donc on parle de biodiversité, on pourrait se dire, OK, on va faire la définition, les différents types de biodiversité, les familles, etc. Non, on commence vraiment au démarrage. Quoi. Même avant la vie, puisqu'on démarre il y a 4,5 milliards d'années, c'est l'agrégation de la Terre, on va dire. Et la vie apparaît 1 milliard d'années plus tard. Alors il y a un scientifique américain qui a réduit, j'en prends souvent l'exemple parce que c'est éloquent, je trouve, cette prodigieuse saga de 4,5 milliards d'années à 7 jours d'une semaine. Ouais. Et voilà ce que ça donne. Donc le lundi à 0h, c'était il y a 4,5 milliards d'années. La vie 1 milliard d'années plus tard, c'est le mercredi à midi. Après, on va aux dinosaures le dimanche après-midi à 16h. À 19h, ils disparaissent. Et notre ancêtre, alors je prends Lucie comme exemple, mais on sait que 3-4 millions d'années, on va dire, c'est minuit moins 3 minutes le dimanche soir. Le Christ, c'est minuit moins 1/4 de seconde. Et la révolution industrielle, on va dire 19e, 20e siècle, c'est 1/40 de seconde avant minuit. Ça veut dire que l'homme est devenu le maître de la planète en 1/40 de seconde, à l'échelle de 7 jours d'une semaine. Et maintenant, reste à savoir ce qu'il a fait de la planète. Mais il ne s'est pas reposé le dimanche, quoi. Non, il s'est pas reposé le dimanche. J'aurais bien voulu, parce que peut-être qu'on n'en serait pas là. Et je vais te donner un exemple qui sont les mammifères. Actuellement, les mammifères, 67% d'entre eux, c'est le bétail de l'homme qui vivent sur la planète au moment où on parle. 30%, c'est nous, les bipèdes. Donc, tu as 97%, c'est l'homme et son bétail. Il reste 3% de mammifères sauvages. Là, tu parles quoi ? Tu parles en biomasse, donc ça veut dire le poids des êtres vivants, quoi. Ça. Oui, c'est la proportion de mammifères qui existe. Ça a été effectivement évalué en poids. Et donc, 3% de mammifères sauvages depuis l'écureuil jusqu'à la baleine bleue. Donc, on voit comment on a occupé la planète, nous et notre bétail, par rapport au reste du vivant. Et on peut multiplier les exemples. Et donc, ça veut dire qu'il y a un certain mépris à l'égard du vivant sauvage. Et si aujourd'hui on a pris conscience, je pense, de la question climatique en dehors d'un grand blond outre-Atlantique qui reste encore perplexe, même plus que ça,
Bon, c'est effrayant, hein, mais voilà, je pense que dans les consciences, la question climatique est inscrite, pas la question du déclin de la biodiversité. Et il y a une raison, je pense, et il y en a plusieurs, mais il y en a une, c'est qu'autant pour le climat, on a des indicateurs qui nous permettent de vivre quasiment en direct les effets du réchauffement climatique. Alors, c'est les sécheresses, les inondations, le trait de côte, enfin bon, il suffit de regarder les journaux télévisés, voilà, et il n'y a pas un jour où il n'y a pas un drame climatique dans le monde. Et tout ça s'accélère et s'intensifie. Concernant la biodiversité, c'est très différent, on n'a pas d'indicateur. Par exemple, si l'outarde canepetière, qui est bien fragile, le vison d'Europe, il en reste 150, 200 peut-être, individus, c'est-à-dire en France, moins nombreux que les pandas, ou la tortue d'Hermann disparaissent, on ne savait même pas qu'ils existaient. Donc on se dit, à quoi ça sert ? Et c'est là où ça nous renvoie à une appréciation inacceptable, c'est l'utilitaire, c'est-à-dire qu'on ne donne de la valeur aux choses qu'à partir du moment où elles sont utiles. Et c'est là où je renvoie à Victor Hugo qui disait « Le beau est plus utile que l'utile ». Et surtout, nous, on considère... Enfin, c'est utile directement, mais là, il y a une utilité qui est indirecte, qui est monumentale, et on va en reparler parce que... Ouais. Alors, tu le dis bien, on parle beaucoup de climat et c'est facile à observer. On parle beaucoup moins de biodiversité. D'ailleurs, on parle de l'extinction silencieuse, de l'effondrement silencieux, beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris là-dedans ? Qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à agir concrètement ? Enfin, on agit, il y a énormément de gens qui agissent, mais de fait, c'est que le solde, il est encore négatif aujourd'hui, en 2025. Quoi. Mais parce que, justement, on pense qu'on peut s'en passer. On pense, ou on ne se pose même pas la question... mais on pense qu'on pourrait presque vivre hors sol. J'avais un ami que j'aimais beaucoup, on était très proches, c'est Yves Coppens, qui avait découvert notre ancêtre, etc., enfin, paléontologue. Et il me disait en provocation, écoute, Alain, l'homme s'en tirera toujours. Mais c'est vrai, depuis Lucie, depuis 3 et quelques millions d'années, l'homme est toujours vivant, on va dire. Donc... il trouvera autre chose et il allait plus loin. Il dit, et puis si ça ne va pas sur la planète, on ira sur une autre. Bon, je trouve ça révoltant, scandaleux. Bon, on lui disait un peu pour m'agacer. J'imagine. Mais il y en a qui considèrent qu'on peut se passer de tout. Et c'est là où c'est terrible. On n'a pas compris notre sœur, la plante, notre frère, l'animal. Je dis ça pas avec des violons... d'Indiens du 18e ou 19e, je le dis parce que je le pense sincèrement, qu'on doit vivre au plus près de la nature. C'est une richesse, et puis c'est indispensable pour notre équilibre. La biodiversité va bien au-delà de son côté utilitaire. Voilà. Alors, on parle du coup de la 6e extinction de masse. Dans le livre, toi, tu n'en parles pas. Enfin, tu dis 5e extinction pour il y a moins 60 millions d'années, disparition des dinosaures, qui finalement ont pris un peu leur temps à disparaître. Et après, tu dis « et maintenant ?» mais tu ne parles pas vraiment 6e extinction. Non, j'évoque, les scientifiques en parlent, mais nous ne vivons... Enfin, on pourrait vivre le début de la 6e extinction, les extinctions ayant comme référence d'être à l'échelle du temps assez longue. Quand on parle, par exemple, il y a 65 millions de la disparition des dinosaures, on a l'impression que ça s'est fait en quelques jours. Deux clics de météorites. Voilà, des météorites qui vont taper au Mexique ou ailleurs et que d'un seul coup... Non, c'est des dizaines, des centaines de milliers d'années qui vont dégrader les populations progressivement. Là, la nouveauté, c'est qu'il y a une accélération par rapport au potentiel du vivant qu'on ne connaît même pas, au passage. On a marché sur la Lune, on a flirté avec Mars, mais on ne sait toujours pas combien il y a d'espèces vivantes sur la Terre. On a identifié un peu plus de 2 millions d'espèces.
On sait qu'il y en a peut-être 10 millions et davantage, avec les micro-organismes notamment. Mais la chose, c'est qu'on est effectivement engagé dans ce que les scientifiques n'hésitent pas à qualifier de 6e extinction. Mais on peut gagner. On peut ne pas vivre cette situation et on a des raisons de l'espérer. Par exemple, dans les années 1970, pour moi, ça démarre là, l'extinction. Quand on fait un état des lieux de l'époque, il restait une trentaine de castors dans la vallée du Rhône. Et ça, c'est des états des lieux qui ont été faits à l'époque ou Oui, c'est rétrospectivement qu'on a fait? Non, à l'époque. Ouais. Et une trentaine et aujourd'hui, il y en a 30 000 qui vont jusqu'au sud de la Bretagne ou en Alsace, etc. Bon. Les rapaces, ils avaient quasiment tous disparu. Les vautours, il n'y en avait plus dans les Cévennes. Aujourd'hui, maintenant, ils sont source de tourisme. On va voir les vautours des Cévennes. Le faucon pèlerin dont on parlait, il en restait quelques dizaines de couples. Il nidifie maintenant en plein Paris, dans la cathédrale d'Albi ou ailleurs. Enfin bon, les hérons étaient très rares. Enfin bon. Et donc, toutes ces espèces emblématiques, on a réussi à les sauver. Oui. C'est-à-dire qu'elles se portent vraiment bien aujourd'hui. Et les Français n'ont pas démérité. Pour les vautours, par exemple, grâce notamment aux frères Terrasse qui avaient créé le FIR, Fonds d'intervention pour les rapaces, on est vraiment pris en modèle dans le monde entier. Concernant les vautours, on est vraiment référent. Et donc, on en avait parlé dans un épisode sur l'éolien avec Cédric Philibert. Ouais. Parce que du coup, c'est un gros sujet sur bien l'implantation d'éoliennes, notamment dans le Massif central. Dans le Massif central, sud du Massif central, oui. Et le sud dans l'Hérault, où on a perdu beaucoup de rapaces, effectivement. Mais donc, on a réussi. Et pourquoi on a réussi ? D'abord parce qu'il y a eu une réglementation, la loi de 76. Il faut se rappeler, je raccourcis un peu le droit, mais qu'à l'époque, avant, il y avait des pièges à mâchoire pour prendre les buses, et que dans les communes, on donnait 2 sous 3 ronds quand on ramenait une buse ou un serpent ou un truc comme ça. On clouait les chouettes sur les portes des granges pour conjurer le sort, et les vautours cévenols, justement, on a plein de journaux qui, à la une, montraient le vautour abattu. On était très fiers de cela. Donc la loi a interdit tout ça, c'était une première chose. Les associations de protection de la nature ont été admirables, ont travaillé de façon remarquable. Les scientifiques ont évidemment accompagné cette démarche. Et puis, il y a eu aussi l'exécutif, des ministres et autres qui ont été courageux et bien. Et donc, ça nous a permis de construire. Aujourd'hui, on est face à une situation très différente. J'ai envie de dire que sauver les espèces emblématiques, c'est à dimension humaine. Oui. On va prendre une espèce et puis on va l'accompagner, on va peut-être faire reproduire des oiseaux en captivité pour les relâcher, etc. Là, c'est une nature ordinaire, entre guillemets, qui est en cause. C'est l'impact de l'agriculture sur toute la biodiversité, la perte des insectes. 75% des insectes volants ont disparu en Europe. C'est les zones humides, la moitié des zones humides qui ont été drainées ou ont disparu. Et donc ça, c'est un truc où effectivement, c'est énorme, c'est colossal. Reprend, et alors on est capable de le faire à l'échelle d'une espèce, mais il faut déployer des moyens énormes. Et typiquement sur les zones humides, le flamant rose avait quasiment disparu. Ouais. On a réhumidifié la Camargue d'une certaine façon. On a réussi à remettre des zones humides à cet endroit-là, et on a fait revenir le flamant rose comme ça. Qui est revenu. Alors, c'est un peu plus compliqué sur la Camargue. En fait, il a été se reproduire du côté des Salins du Midi, qui avait un milieu naturel extrêmement favorable à l'alimentation, parce que c'était géré pour le sel, la récolte du sel, alors qu'en d'autres lieux, on a laissé faire la nature, qui a occupé l'espace, qui devenait par conséquent moins favorable. La nature, je pense, la végétation, évidemment. Et d'ailleurs, si vous prenez le train pour aller à Barcelone, vous passez au milieu de ces salins, et qui sont absolument magnifiques, parce que vous êtes entre
l'étang de Leucate Exactement. et les marais salants, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, Ouais. dans lesquels vous avez des flamants roses à perte de vue, les Pyrénées au loin. Enfin, c'est magnifique. C'est absolument magnifique comme endroit. Ouais. Ça dure pas longtemps, non, mais c'est un petit moment de grâce. Il faut être attentif à ce moment-là. Ouais. Et alors, la LPO vient d'être nommée gestionnaire d'une réserve, le Viguera, qui est près d'Arles. C'est 1200 hectares, c'est colossal. Et beaucoup de Flamands viennent pour manger, pas se reproduire, mais on va essayer d'aménager des sites favorables parce que maintenant que l'espèce se porte mieux, il faut essayer de créer des populations un peu isolées pour occuper les espaces, de sorte que s'il y a une maladie, des tempêtes, que sais-je, elle ne soit pas ratissée par une seule population, mais qui est à côté des potentialités qui demeurent. Alors, si on a commencé déjà à faire un peu cet état des lieux, mais j'aimerais bien qu'on voit un peu, donc on dit grande partie de la biodiversité X meurt, donc il y a ceux qu'on peut aider parce qu'ils sont visibles, donc plutôt les mammifères ou en tout cas les animaux de taille assez importante. En revanche, tous les insectes, on dit 70% des haies ont disparu. On parle beaucoup de monoculture et donc ça fait qu'il y a énormément de vivants du bas de la chaîne alimentaire, en tout cas qui permet justement à tous ces écosystèmes de vivre qui ont disparu. Ça, c'est réversible aussi ? Oui, c'est réversible et je pense qu'on sera condamné à envisager cette démarche parce qu'encore une fois, on ne survivra pas à un déséquilibre. Alors, nous, en tant qu'humains ? Oui, j'en ai on va s'empoisonner. La Terre le sera également, elle ne produira plus comme elle en a le potentiel et on va être obligé de revisiter, j'en suis convaincu, notre modèle. Alors, pour voir où on en est, il y a un indicateur qui est l'oiseau, qui est reconnu scientifiquement. C'est-à-dire que quand les populations d'oiseaux sont en nombre, c'est tout le cortège du vivant, les insectes évidemment, les petits mammifères, les batraciens, etc. On parle peu des batraciens, fait partie des espèces les plus affectées. Donc, quand il y a beaucoup d'oiseaux, c'est le cortège du vivant qui s'épanouit. Quand ils disparaissent, c'est vraiment la biodiversité qui s'estompe. Or, actuellement, on a perdu 800 millions d'oiseaux en 4 décennies. C'est colossal. Et donc, on voit que derrière les oiseaux qui disparaissent, je ne parle pas des espèces, mais des populations d'oiseaux, eh bien, on voit que c'est tout le cortège du vivant qui s'estompe. Et là, ça pose un vrai problème. On connaît les causes, très bien. L'agriculture intensive est l'une des premières causes. L'IBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui est une plateforme de scientifiques, nous indique que la chasse a fait un gros tort. Faut le dire également. On n'ose pas le dire, oui. Quand, par exemple, dans les... Donc, IPBES, c'est un organisme qui travaille donc avec des scientifiques et sous la tutelle de l'ONU, comme le GIEC. Donc, c'est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, une plateforme mondiale avec que des scientifiques qui font périodiquement un état des lieux. Alors, j'ouvre une parenthèse là-dessus. C'est vachement intéressant, en ce début du XXIe siècle, de voir que les scientifiques sont sortis de leur laboratoire. Premièrement, font un état des lieux, et deuxièmement, ce qui est tout à fait nouveau, font des recommandations à l'égard de l'exécutif. Parce qu'autrefois, c'était un peu comme la Grande Muette, l'armée, les scientifiques, ils parlaient que quand on leur demandait, globalement, ils n'étaient pas lanceurs d'alerte, pour dire les choses. Alors certains d'entre eux se sont singularisés de façon admirable. On a Jean Dorst, qui a été président du muséum, qui a écrit des bouquins terribles, et d'autres. Mais là, c'est bien, non seulement donc ils nous disent l'état des lieux, mais surtout, ils font des propositions d'action, et ça veut dire que l'exécutif ne peut plus dire, premièrement, je ne savais pas, et ne peut plus dire non plus, je ne savais pas comment faire. On sait comment faire. Donc on peut nier, mais on ne peut pas, pour ça on peut pas ne pas l'avoir en tête, quoi. Quand je vois qu'on fait appel à des conventions citoyennes pour le climat, pour savoir ce qu'il faudrait faire pour le climat ou quel est l'état de la situation, est-ce qu'on se fout de la gueule du monde ? On a un haut comité au climat avec des gens admirables,
on a le GIEC, on a tout. On sait très bien comment faire. Ouais, après, ça, c'est une histoire aussi de démocratie, c'est-à-dire qu'on peut avoir. Ouais. L'idée, c'est de fournir à tous les citoyens ces notions-là qui sont données par les scientifiques. Et après, effectivement, il faut que ce soit un choix de société, je pense, mais de fait, toute la donnée, toute l'information et les différents scénarios et les recommandations doivent venir de ces instances-là, c'est sûr. Oui. Et donc, on a le Conseil économique, social et environnemental. Moi, j'ai fait 2 mandats, 10 ans. On fait des productions, mais admirables. Simplement, ça reste à l'entrée des ministères et c'est pas pris en compte. Et le nombre de rapports qu'on peut avoir, mais c'est surréaliste. Ça sert à caler les meubles. Enfin, non, mais c'est vrai, un nouveau ministre arrive, allez, on redémarre à zéro. Moi, j'en ai connu quelques-uns des ministres. Mais j'ai fait des propositions, je ne sais pas si elles vont être retenues. À la dernière ministre, j'avais fait 10... Quand je dis je, c'est la LPO. 10 Donc Agnès Pannier-Runacher ? Non, c'était... Encore avant. Non, c'est la dernière. Ah. Non, que j'ai même pas en tête, en fait. Monique Barbu. Ah oui, c'est ça. Et alors, je l'avais dit à Agnès, qui n'a pas suivi, j'ai dit 10 propositions chic et pas cher pour devenir un bon ministre de la biodiversité. Bon, des trucs très cons. Quand une espèce est jugée ésode, c'est-à-dire espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Des dégâts, en clair, les anciennes nuisibles. Bon. Elle s'en prend pour 3 ans. Un renard, par exemple, sur un département, il est nuisible, boum, il s'en prend pour 3 ans. Si, en revanche, on veut protéger une espèce, faire un moratoire, sur la chasse, par exemple, c'est 1 an renouvelable. Ça veut dire à chaque fois un arrêté à prendre. Ça coûte de l'argent. Or, on ne sauve pas une espèce en 1 an. Donc, je dis un truc simple. S'il y a 3 ans pour les nuisibles, donnez à minima 3 ans pour la protection. Voilà, c'est des petits trucs simples. Ça coûte pas. Ça économise à l'administration. Je ne sais pas si... ça n'a pas été pris en compte. Bon, on cherche des endroits pour faire des réserves. Il y a des réserves naturelles fluviales que l'on pourrait créer. Il y a des bras de fleuves considérables, admirables, avec des emprises sur... alors après, il faut voir la distance. Est-ce que c'est 100 mètres, 1 kilomètre, tout sais-je. Mais on pourrait faire de façon à préserver ces milieux pour pas qu'il y ait d'enrochement, d'aménagement. Ce sont des milieux en général qui dérangent personne. Et d'un seul coup, on va valoriser le patrimoine naturel et augmenter les zones de protection fortes, alors qu'on a cette obligation à 10% du territoire, et on n'y arrive pas. On est à 5% à peine. Créons des réserves naturelles fluviales. Donc là, ça veut dire, quand tu dis avoir une emprise de 50-100 mètres, ça veut dire retirer les accès de 50-100 mètres proche des berges. Non, mais il peut même y avoir de la pêche à la ligne et tout. On n'est pas et il y aura évidemment de la navigation fluviale. Mais c'est le milieu naturel qui, dès lors, va être suivi, protégé, etc. Donc, voilà un exemple. Un autre truc qui me paraît élémentaire en matière de démocratie environnementale, c'est que quand un ministre prend un arrêté, il est obligé de faire une consultation citoyenne. Bon. Alors, ça coûte de l'argent, c'est très bien, les citoyens s'expriment, et on a, je vais prendre un exemple, qui sont la pêche à la fivelle, une espèce qui est à l'agonie sur la liste rouge de l'UICN, et qu'on continue à pêcher. La France a autorisé 55 tonnes de prélèvements cette année, là, dans les semaines qui vont venir. Eh bien, il y a une consultation pour cet arrêté d'autorisation, et il y a eu près de 5000 avis documentés avec les adresses des gens et tous les raisons, s'opposant à 97% à ce prélèvement, et demandant un moratoire. Comme quoi, les conventions citoyennes, ça fonctionne. Ah non, parce que fait le ministre? Il s'assoit dessus. La ministre, en l'occurrence. Je trouve ça scandaleux. Est-ce qu'on se fout de la gueule du monde en demandant aux gens leur avis pour ne pas en tenir compte? Donc, dans mes propositions, je dis qu'à partir du moment, il faut l'évaluer, mais où on dépasse
70% d'avis opposés à la proposition, le ministre est obligé de revoir sa copie. Et puis on refait un truc. Sinon, on se fout de la gueule du monde. Donc, je trouve qu'un ministre qui dirait désormais, il y a ces obligations de consultation des citoyens, on la poursuit, mais à 70%, je revois ma copie. Voilà, c'est des trucs qui me paraissent assez élémentaires. Il y a plein de choses comme ça. Et la personne qui, arrivant aux responsabilités, comme dirait l'autre, prend ces mesures, on se dit « Ah, il a quand même compris un peu les choses. » C'est du bon sens. Voilà. J'aimerais qu'on revienne rapidement. Tu disais donc quand les oiseaux s'en vont, c'est que la biodiversité est partie. Ouais. Je me demandais pourquoi LPO, c'était pour les oiseaux. Je suis en train de comprendre. Tu vois, pourquoi est-ce que la Ligue Protection des Oiseaux, pourquoi est-ce que c'est sur les oiseaux qu'on se focalise? Et je viens d'avoir un peu ce moment de non, mais logique, on a débordé. Alors, c'est une vieille dame. Mais du coup, évidemment, LPO, aujourd'hui, la LPO, c'est pas que les oiseaux. Et pour ça, je comprenais pas pourquoi c'était les oiseaux, mais en même temps, on s'intéresse à toute la biodiversité. C'est historique. Hein. Elle est née en 1912. Et à l'époque, c'était pour se battre contre le massacre des Macaremoines. Il y avait, les gens venaient de Paris. Toujours le logo de l'association. Voilà. Et ils ont réussi ce premier combat. Et donc, pendant longtemps, après, il y a eu la plumasserie, la mode des plumes, des chapeaux à plumes. Et là, c'était un massacre. Tiens, à ce propos, je voudrais dire une chose intéressante. On ne mesure pas combien les femmes ont été admirables, importantes dans l'histoire de la biodiversité. Et c'est pour ça que j'y pense. Quand il y a eu en France, il y avait la plumasserie. Hein, on était l'un des pays qui produisait le plus de chapeaux à plumes et tout. Donc, on allait chercher les oiseaux partout en Amérique du Sud, en Australie, etc. Bon. Et sont des femmes qui sont opposées à cette mode. Et elles ont été voir les sociétés savantes de l'époque pour leur dire c'est pas bien, il faut arrêter, nous on est prêts à vous aider. Et il y avait que des mecs dans les sociétés savantes. C'était très masculin, c'était un peu les clubs britanniques, anglais où les femmes ne pénètrent pas. T'imagines le Baileys, le cigare et des gens... Voilà, exactement. Elles ont été jetées mais avec mépris. Et ces femmes admirables, elles ont dit très bien, on va créer nos propres associations. Et c'est ainsi, grâce aux femmes, que des associations remarquables comme la RSPB, Société Royale de Protection des Oiseaux en Angleterre, qui est la plus importante maintenant au monde, a été créée grâce à des femmes, Audubon Society aux États-Unis, les Belges, enfin bon, les femmes. Et alors, elles ont associé à leur combat pour l'oiseau à l'époque la libération de la femme, parce que d'une certaine manière, en s'engageant, elles montraient leur autonomie, leur potentialité d'indépendance, et aussi une notion vachement importante, la souffrance animale, qu'elles intégraient dans leur combat. Et moi, toute ma vie, j'ai essayé de conjuguer à la fois la lutte contre la perte du vivant, mais aussi le respect de l'animal, tenter de faire reculer la souffrance animale, qui est un dossier. Alors que jusqu'alors, on avait un peu les naturalistes qui s'occupaient du déclin des espèces, et puis les amis des animaux, qui s'occupaient de leur bien-être ou de leur maltraitance. Et qui était d'ailleurs beaucoup plus connoté comme une activité militante, marginale. Oui, c'est vrai, ouais. Complètement. Et donc, voilà, hommage rendu aux femmes. Et même aujourd'hui, j'ai fait un bouquin du reste avec Yann Arthus-Bertrand sur les femmes et les animaux. Et on voit que dans les lieux les plus improbables, les plus invivables, sont des femmes ou les combats les plus engagés qui tiennent la rampe. Diane Fossé au Rwanda, 3000 mètres d'altitude avec ses gorilles. Jane Goodall, bien sûr, Goodall, trop mignonne, voilà, qui vraiment a jamais rien lâché. Enfin bon, on voit que les femmes ont toujours été en première ligne. Wow. Ça, c'est pas mal. Ouais. Alors, je leur ai demandé à chacune pourquoi toi et pas un homme. Et spontanément, en général, elles répondaient mais c'est le hasard de la vie, avec beaucoup de modestie. Et puis, si tu tirais le fil un peu, elles avouaient. Elles finissaient par considérer que comme elles donnent la vie, elles y sont probablement davantage attachées, voilà, que les hommes. Et pour eux, on ne peut pas arracher la vie.
Voilà. Je pense que quand tu es victime aussi d'une oppression issue d'une majorité, tu es peut-être plus ouverte aussi à comprendre les oppressions qui sont faites à d'autres. Ouais, c'est fou. Et donc, on disait effectivement la LPO, donc les oiseaux, mais pas que les oiseaux. Oui, alors quand elle a eu 100 ans, la LPO, on a officiellement élargi à l'ensemble du vivant. Pourquoi ? Parce que le premier constat... Donc en 2012, c'est ça ? Oui, en 2012. Donc c'est récent. Ouais. C'est assez récent. Ça pas dans la vie de l'association. Ouais. Mais le premier constat, on l'avait compris bien avant, mais c'est que l'oiseau dépend de son milieu. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu la directive Habitat qu'on a portée après la directive oiseau. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce qu'on a fait pour l'oiseau profite à l'ensemble des espèces. Quand on respecte les habitats, c'est ce qu'on évoquait avec les zones humides. Et après, il y a l'interrelation entre les espèces. Donc, c'est l'ensemble de la biodiversité qui nous préoccupe. Alors, il y a eu d'autres activités. Et puis, avant 2012, alors c'était plutôt pour les oiseaux marins, mais c'était quand même des activités de plaidoyer importantes. En 99, il y a eu le naufrage de l'Erika. La LPO ça a été la première grande action judiciaire de l'association, je crois. Oui, on peut le dire. Avec la reconnaissance officielle du préjudice écologique en France. Alors, c'est une idée toute con, mais qu'on a eue avec quelques amis là, de la LPO. On se disait, mais au fond, c'est assez injuste parce que dans les préjudices, on reconnaît le vivant commercial, c'est-à-dire le manque à pêcher, les poissons, les coquillages, les crustacés, tout ce qui se vend. Mais le vivant non commercial, c'est-à-dire le phoque, l'oiseau de mer, voilà, ou la tortue, le fameux inutile dont on parlait de l'épisode, on le laisse sur le bord du chemin, mais il a souffert tout autant. Et donc on s'est battu, on s'est dit comment on va appeler ça. C'est l'avocat François-Xavier Kelly-Jean, notre avocat de l'époque, qui a dit préjudice écologique. Et on a lancé ça. Par bonheur, ça s'est élargi à bien d'autres choses. Mais il a fallu 10 ans de procédure, aller jusqu'en cassation en 2012. Donc ça veut dire 99-2012 et 2016, donc c'est hier, qu'il y a une inscription dans le code civil justement de ce fameux préjudice écologique. Moi, je suis très fier de ça. Je comprends. et surtout, ça a des ramifications qui peuvent être énormes pour les combats futurs sur plein d'autres sujets. Voilà. Donc, ça y est, la magistrature commence à le prendre en compte. On a du respect avec la LPO un MOOC avec l'École nationale de la magistrature sur la biodiversité, parce qu'on constatait, et on peut le comprendre dans l'état de la magistrature actuellement, il y a si peu de moyens et tellement d'urgence. Quand on va voir un magistrat pour plaider la cause d'une espèce animale qui aurait été braconnée, que sais-je, on dit, mais attendez, monsieur, regardez cette pile qu'il y a là. Et en haut, c'est la maltraitance des femmes. Là, c'est des enfants qui ont été violés, que sais-je. Enfin bon. Alors, vous comprendrez que vos vautours, là, ils sont en bas de la pile. Et on voit que de plus en plus, le Conseil d'État même, mais les tribunaux administratifs et tout, commencent à prendre en compte la biodiversité et ça change les choses. Parce que dès lors que il y a un jugement qui est pris, ça fait jurisprudence, et donc à l'égard de... Voilà, ça réduit les agressions à la nature. Et ça fait partie du coup de tes grands espoirs pour la suite ? Ah oui, je vois que ça avance vraiment bien. Il y a eu la nuit, je sais pas comment ça s'appelle, la nuit du droit ou un truc comme ça, où partout en France, il y a une soirée qui est consacrée justement au droit. Et je me souviens, le Conseil d'État nous avait demandé, on était 3 ou 4 à intervenir, le président du Muséum national d'histoire naturelle, MAPOM, un autre scientifique, je crois, et ils avaient choisi comme thème la biodiversité pour la nuit du droit, le Conseil d'État. Là, je me suis dit, on commence à être connu. On rentre dedans, Ouais. Mais moi, j'ai tellement connu l'époque où on tapait à la porte et la porte restait fermée, ou bien on entrouvrait la porte, on mettait le pied dedans pour essayer de faire passer notre message. Et aujourd'hui, on vient vers nous. Par exemple, le nombre de municipalités qui veulent créer des refuges LPO. En 2 mots,
la LPO donne des conseils pratiques pour valoriser la biodiversité avec la création de mares, de la pose de nichoirs, d'hôtels à insectes. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Et puis en retour, la mairie ou le particulier ou l'entreprise s'engage à respecter le site et à le valoriser. L'un des derniers sites prestigieux qui est devenu refuge LPO, c'est l'Assemblée nationale quand même. Ah oui. Ouais, refuge LPO. Mais on travaille avec les monuments nationaux, on travaille, voilà. Donc ça c'est et donc ce que je dis, c'est que les gens viennent vers nous aujourd'hui pour dire ok, on a compris qu'il y a un problème biodive, comment on peut faire pour agir. Donc ça commence à bouger. Moi, je suis très heureux. Je me balade beaucoup en France pour aller couper des rubans, faire des conférences, des inaugurations, que sais-je. Et j'ai tellement connu cette époque d'indifférence et à voir aujourd'hui que... à tel point que tu as été même mis au Val-de-Grâce parce que tu disais que tu préférais les serpents aux humains. Ah ouais, quand j'étais gamin, j'ai été réformé. J'en suis pas particulièrement fier. Mais non, mais du coup, ça, je veux dire, c'est quand même une belle évolution, quoi. Et si vous n'avez pas l'anecdote, je vous conseille le podcast Les Dialogues, dans lequel tu racontes cette histoire. On ne peut pas la raconter ici encore, mais on va leur laisser la primauté. Ouais. Dans ces espoirs-là, il y a quand même un mix. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup, c'est les interactions écolo-chasseurs, écolo-élus, biodiversité industrielle. Comment est-ce que vous articulez ça ? C'est quoi le combat ? Alors, tu disais effectivement, cause numéro 1 de la perte de biodiversité, agriculture. Dans les causes premières, alors je ne sais pas si c'est la numéro 2, mais il y a quand même aussi la chasse et les fameux quotas de chasse, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux réussir à faire travailler ou en tout cas faire discuter ces différentes parties ? Alors, dans les différentes causes, il y a l'agriculture, effectivement. Il y a une part de chasse qui n'est pas la plus importante, mais qui n'est pas négligeable. Il y a l'artificialisation des sols. C'est pas loin de 30 000 hectares par an qui rongent les terres agricoles. Du reste est naturel. Donc il y a le fameux zéro artificialisation net, mais qui aujourd'hui n'est pas du tout respecté, et parce qu'il y a une grosse partie des communes qui disent « moi, c'est pas possible chez moi ». Oui, parce que ça a été mal expliqué. Et je dois dire que même le nom ZAN, zéro artificialisation nette, est un nom qui est très autoritaire. On a l'impression qu'on n'aura plus le droit de construire une cabane. C'est pas ça du tout. C'est de trouver un équilibre entre ce qu'on gagne sur la nature, enfin ce qu'on occupe en espace naturel, et ce qu'on doit rééquilibrer en compensation globalement. Et c'est cette démarche qui est dans l'esprit du législateur. Mais effectivement, alors c'est quoi ? Ça invite, par exemple, à occuper les friches industrielles plutôt qu'à aller dézinguer des espaces naturels admirables. Donc ça fait partie des causes. Il y a les espèces invasives, il y a le réchauffement climatique. On pourra y revenir éventuellement. Et donc, on connaît bien les causes. Concernant la chasse, je trouve tout simplement scandaleux qu'on continue à chasser près de 17 espèces qui figurent sur la liste rouge de l'UICN. Ouais, donc on parlait du renard roux, etc. Quoi, voilà, des oiseaux, hein, je parle uniquement des oiseaux. Okay. Voilà. Et moi, j'en avais parlé au président Macron qui s'était engagé j'en ai parlé évidemment à la dernière ministre, je lui dis s'il y a quelque chose à faire. Et les chasseurs, pour avoir un peu de respectabilité, devraient être les premiers à dire bon, on ne va pas tirer les espèces qui sont sur cette liste rouge. Mais il n'y a rien à faire. Ils s'accrochent en disant si on laissait, on ne chassait plus, on nous interdirait tout. Enfin bon, c'est le grand argument. Alors qu'en France, si on donne la main, on va nous prendre le bras. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors qu'en France, on chasse le plus grand nombre d'espèces dans la période la plus longue, et c'est là où il y a le plus grand nombre de chasseurs, même s'ils sont de moins en moins. Donc,
quand on voit, par exemple, dans le Médoc, où la LPO s'est battue pendant 20 ans pour faire respecter le droit, et chaque année, les tourterelles des bois, par exemple, arrivaient pour venir nidifier en Europe et en France, et il y en avait sur 70 000 qui passaient dans le Médoc, 30 000 qui étaient abattus, alors que la chasse était fermée. Mais c'était une tradition, ça a duré 20 ans. Et c'est surréaliste. Et du reste, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis resté à la LPO, parce que je me suis dit, je partirai après avoir gagné ce combat-là. Et aujourd'hui, la relation avec les chasseurs, c'est encore très compliqué. Oui, c'est plus dur que jamais. Ouais. Ça s'est complètement radicalisé. Et je dois dire que l'une des étapes les plus remarquables a été le Grenelle de l'environnement. Ouais. Donc, 2007, Nicolas Sarkozy. Oui. Et je dois dire qu'on doit à Nicolas Hulot, qui avait initié ça à l'époque, et les présidents potentiels s'étaient engagés à faire ce Grenelle. Mais ce Grenelle, aujourd'hui, n'existerait plus. Les relations des différents, y compris avec les entreprises, l'agriculture et tout, sont radicalisées. Et du reste, Jean-Louis Borloo, qui avait porté l'essentiel de ce Grenelle, avec 2 lois qui ont été votées à l'écrasante majorité, ce qui est rare dans la Ve République, eh bien, Jean-Louis Borloo avait dit ne perdez pas la magie du Grenelle. Et en vieux renard, il savait déjà que le Grenelle qu'on avait connu ne pourrait jamais se refaire. À l'époque, il y a eu la capacité d'écoute. Il y a juste, une parenthèse, 2 secteurs qu'on avait décidé d'effacer dans les négociations entre les différents acteurs. C'est le nucléaire et la chasse. On s'est dit, ces 2 secteurs, on les met de côté, on n'en parle pas, on travaillera sur tout le reste. Et on a eu raison, parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas vivre le Grenelle comme on l'a fait. Et c'est curieux, parce que du coup, tu parles à la fois des espoirs en disant que au niveau de la justice, au niveau des administrations centrales, des pouvoirs décentralisés, tu as beaucoup plus de possibilités d'aller faire des inaugurations, travailler avec du monde, etc., des élus. Et en même temps, tu dis que ça s'est quand même polarisé, qu'il y a des discussions qui sont plus possibles. Oui, parce que c'est le pouvoir des lobbying. Et les lobbying ne sont pas les plus nombreux. Alors le jour où on comprendra que l'intérêt général doit l'emporter, on va dans ce sens. Mais on perd un temps fou. Et donc on est soumis à l'influence des lobbying. C'est ce qu'on voit dans le domaine de l'agriculture, avec les pesticides et bien d'autres secteurs. Mais par exemple, les entreprises figurent parmi les structures qui ont le plus compris la question environnementale et qui sont le plus modifiées, on va dire, pour évoluer. Et à l'époque du Grenelle, franchement, c'était un peu caricatural. Nous, les associations, globalement, on pensait que les bonnes entreprises, c'est celles qui faisaient du jus de fruits, et les autres, c'était les mauvaises, quoi, globalement. Bon, et on pensait que c'était du greenwashing, etc. Et pas du tout. Beaucoup d'entreprises ont admirablement évolué parce qu'elles ont eu l'intelligence de comprendre que c'était inévitable d'évoluer, d'être en harmonie le plus possible avec le besoin des consommateurs, du reste. Ouais. Voilà. Ah, c'est fou. Dans les dernières solutions, avant de clôturer cet épisode, on parle un peu de réensauvagement. C'est un mot qui vient un peu à la mode, qui vient de l'anglais rewilding. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Tu vois, on parle d'une relation qui est de plus en plus polarisée, notamment avec les chasseurs. Quand on dit réensauvagement, ça veut dire loups, ours, des espèces d'oiseaux qui sont aussi des espèces carnivores qui peuvent. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui, qui est possible de maintenir? Est-ce qu'on est capable de recréer des écosystèmes avec ça? Alors, on est capable, bien sûr, pas des forêts primaires. Il en reste en Biélorussie un peu, mais et puis en Amérique du Sud et ailleurs dans le monde. En France, non, il faudra trop de temps. Même si on parle pas France métropolitaine, mais territoire élargi?
territoire énergie, oui, il y a la Guyane, il y a bien des endroits, mais non, globalement, je m'arrête sur le mot ensauvagement, parce qu'il est employé d'une autre manière par les politiques, ou quand on voit dans les banlieues ou autres des comportements inacceptables, on parle, ce sont des petits sauvages. Je trouve ça scandaleux. Est-ce que la maison charbonnière qui est sauvage est agressive et dangereuse pour l'humanité que nous sommes? Et donc ce mot employé très péjorativement pour essayer de taxer une violence ou un non-droit me paraît tout à fait inadapté. On a un paquet de sauvages autour de nous dont on ne pourrait pas se passer et qui illustre un équilibre qui... Voilà, on confond la violence et le sauvage. C'est vrai que j'ai dit loup et ours direct. Voilà, les prédateurs. Immédiatement. Alors, moi, je crois dans une potentielle cohabitation. Évidemment, il faut que l'homme trouve sa place et l'animal également. Quand il y a eu la Covid-19, par exemple, on a beaucoup parlé dans les médias, la nature retrouve ses droits. Bon, en vérité, moi, je trouve ça un peu prout-prout, ce genre de formule, parce que c'est la cohabitation, c'est pas le droit. Il n'y a pas le droit de la nature qui occuperait tout l'espace et l'homme qui serait en cage dans un coin, non. C'est la délicieuse cohabitation qui mérite d'être envisagée. Et chacun a sa place en harmonie avec l'autre, en respect avec l'autre. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Donc oui, à cause des lobbying, on n'aurait pas la capacité de travailler comme on le fait et comme on l'a fait avec le Grenelle. Je ne crois plus. Je travaille beaucoup avec l'exécutif et c'est la question qu'on se pose, même sur la chasse. Est-ce qu'on peut envisager des tables rondes de chasse pour... Non, actuellement, avec la radicalité des chasseurs, c'est impensable. Quand on voit certains syndicats agricoles qui veulent la peau des écolos, on confond du reste les écolos politiques et les écolos naturalistes, on va dire. Donc là, on voit que c'est extrêmement difficile, mais de loin en loin, on voit qu'on peut travailler remarquablement avec certains agriculteurs, paysans. Par exemple, il y a les busards qui sont des rapaces qui vont nidifier au sol. Et quand on fait les fauches, on risque de faucher en même temps les poussins, etc. Donc on prévient les propriétaires, les agriculteurs, en disant « On a remarqué dans votre parcelle tel ou tel nid, est-ce que vous êtes d'accord ?» Et on se rend compte que peu à peu, au début, c'était un peu tendu. Maintenant, il y a une fierté de l'agriculteur à avoir participé de la sauvegarde d'une nichée de busards. Et après, le voisin, il dit « Putain, t'as fait ça avec la LPO ou d'autres du reste. » Il n'y a pas que la LPO. Et ça y est, ça s'inscrit dans les habitudes. Et après, on noue des relations humaines. Donc, c'est très lent. Il faut réinstaller une confiance. Mais donc, ça veut dire que c'est une action qui fonctionne sur le terrain, qui fonctionne à un niveau hyper local, mais pas forcément aujourd'hui, pas forcément à un niveau d'administration centrale. Nous, on travaille avec certains chasseurs. Moi, je ne suis pas chasseur. Mais on travaille avec... Sur le terrain, ça se passe beaucoup mieux que le plus souvent qu'au plus haut niveau, où là, il y a des attitudes et des rejets, ou dans les discours, etc. Enfin, bon, okay. Si on veut, du coup, retrouver cette harmonie dont tu parlais, donc réussir à cohabiter avec la nature, avec la biodiversité, c'est quoi le prochain truc que je peux faire là ? On coupe les caméras, on coupe les micros. Et comment est-ce que je fais, à part aller me balader dans le bois de Vincennes ? Première chose, c'est de proposer d'adhérer à une association de protection de la nature pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles sont admirables en France, vraiment elles sont remarquables. Ensuite parce que plus elles sont en nombre, la LPO c'est pas loin de 80 000 membres maintenant. Ouais. Plus elles sont 800 salariés. 800 salariés. C'est un groupe industriel. C'est colossal. Mais tu sais pourquoi elle marche, la LPO notamment ? Il y a 2 critères. D'abord, on est extrêmement rigoureux
scientifiquement dans les informations qu'on donne. On travaille avec le muséum, avec l'INRAE, l'IFREMER. Enfin, et ensuite, il y a une convivialité. Il y a des relations humaines très, très importantes. Et ça, je crois que c'est le ciment de la vie associative. Donc, quand on est en nombre, on est davantage écouté incontestablement par les ministres, voire Premier ministre ou Président de la République. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup de gens peuvent trouver à travers les associations un tissu social, la potentialité de rencontres avec des gens formidables. Nous, c'est le partage. On est toujours, ils sont en train de gueuler. Non, on aime tant ce qu'on voit, les zones humides, les mésanges dans le jardin, enfin tout ça, et pas que les oiseaux. Et c'est ce partage d'expériences qui nous remplit de bonheur. On ne met pas la nature sous cloche. Donc, adhérer à une association, c'est aussi créer un tissu important. Donc, je crois que c'est vraiment la première des choses. Et puis, il y a aussi la manière de consommer. Si on choisit de consommer des produits de proximité, des produits bio plutôt que... On a un pouvoir considérable, évidemment. Et donc, ça, c'est une joie. Et puis, il y a le pouvoir politique. Et là, je ne fais pas de politique en le disant. Mais si un maire se montre particulièrement responsable, voilà, il faut le soutenir, il faut le montrer, le donner en exemple, etc. Il y a énormément de choses à faire. La pollution lumineuse, enfin bon, ça manque pas les combats. Non, c'est sûr. Non. Et les solutions aussi, j'ai l'impression. Et les solutions aussi, oui, qui sont souvent des solutions de bon sens et qui sont acceptables par la société quand elles sont intelligemment partagées. Encore une fois. Partagées, expliquées, effectivement. Voilà, expliquées, éclairées, oui. Et où on peut, effectivement, par exemple, la pollution lumineuse, moi, je m'en suis pas mal occupé à un moment. Et le grand truc, éteindre, mais on va être dans le noir. Et donc, ça renvoyait à des notions sécuritaires. On disait, on va être attaqué. Toutes les expériences qui ont été menées conduisent à considérer que plus c'est éclairé, plus c'est cambriolé, globalement. C'est-à-dire, on ne cambriole pas dans le noir, parce qu'on se fait repérer beaucoup plus facilement. Ça a l'air idiot, mais ce sont des idées reçues qui ne viennent pas de moi, qui sont vérifiées. Et donc, pour tenter de faire des baisses d'éclairage à partir d'une certaine heure, par exemple, il faut dire aux citoyens, on va tenter l'expérience pendant 3 mois. Et puis, vous nous direz comment vous l'avez vécu. Il y a peut-être un quartier particulier qui ne mérite pas de rentrer dans le reste pour des raisons qui m'échappent, mais peu importe. Donc, avoir une initiation avant de prendre une décision radicale. C'est comme ça que ça marche mieux. La démocratie itérative. Voilà. On teste et on essaye. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour tous ces partages. Ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre ensemble. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites vraiment partie de nos auditeurs préférés. Vous êtes arrivés jusqu'au bout de cet épisode. Donc vraiment, prenez le temps d'aller mettre des commentaires, des petites étoiles sur l'épisode, sur le podcast, et puis nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Merci beaucoup d'être venu jusque-là, Alain Bougrain-Dubourg. Le livre « La biodiversité pour les nuls » est sorti. Vous pouvez le commander et il est massif. Formidable. Et on peut le montrer à la caméra, effectivement. Il est massif et très, très intéressant. Ça se parcourt pas en une fois, mais ça peut... prenez-le plutôt, on pourrait l'appeler l'encyclopédie de la biodiversité aussi, je pense. Il y a plein d'auteurs multiples, Alain Baraton, Eric Orsena, Cédric Villani, enfin plein de gens qui ont apporté leur expérience. Super. Ouais. Merci beaucoup d'être venu jusque-là. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir, Alain. Au revoir. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.